Moi, c'est la première fois que je vois l'État de Côte d'Ivoire nous dire ça. Peut-être que, bon, on dira que je ne fais pas attention. C'est écrit... Oh, peut-être qu'on vous dira vous êtes trop jeune. Voilà, comme on le dit généralement. On dit qu'il est perdu. On n'arrive pas à le voir. On n'arrive pas à le retrouver. Alors, moi, je pense que si c'était, par exemple, un influenceur qui avait parlé, on allait le retrouver le même jour. Si c'était un homme politique qui avait parlé, on allait le retrouver le même jour. Vous savez, chez nous, heureusement que moi aussi je suis sur les réseaux, chez nous, lorsqu'on poste une vidéo, il y a ce qu'on appelle l'adresse IP. Je pense que le ministère de la Communication et tout ce qui est dans le digital connaît ça. L'adresse IP, ça permet de localiser l'endroit où la vidéo a été publiée. Donc, ce qui signifie que si on se réfère simplement à l'adresse IP qui a posté la vidéo du monsieur où il expliquait qu'il est le propriétaire de cet endroit, on retrouve au moins, même si on ne le retrouve pas, une personne qui est proche de lui. Une personne qui est proche de lui qui va nous permettre de le retrouver. Donc, dire qu'il est disparu ou porté disparu, déjà, facilement comme ça, ce n'est pas intéressant. Ça nous laisse aussi voir quelque chose qui, pour moi, n'était pas forcément évident. Avant qu'on ait ce qu'on est en train de remarquer là, il y a certains Ivoiriens qui disaient qu'ils n'avaient plus confiance en l'état de la Côte d'Ivoire qu'on a là. Il y a certains qui disaient que ce qu'on a là, c'est pour un camp. C'est pour certaines personnes. On défend d'autres et puis nous, on est là comme ça, on nous maltraite. Vous voyez, lorsqu'on a ce genre de situation, ça va renforcer cette croyance-là. L'État, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne le comprennent pas, mais l'État, c'est comme un bois en qui tous les Ivoiriens ont cru et ont décidé de donner le pouvoir. On dit qu'aujourd'hui, ce bois-là va nous diriger parce que nous, on sait qu'entre nous, on ne peut pas s'entendre, mais ce bois-là peut nous permettre de nous entendre. Ce bois-là peut nous permettre de mieux vivre. Et lorsque l'État n'arrive pas, par exemple, à nous permettre de mieux vivre, on remet en cause même l'existence de cet État-là. Et ça crée, au sein de la société, frustration, banditisme et tout ce qui peut aller à l'encontre de la stabilité même de l'État. Donc, déjà, c'est dangereux. La première des choses que ça laisse comprendre aussi, au niveau de la forme, c'est par exemple le fait que quelque chose vient d'échapper à l'État, quelque chose qui d'ailleurs ne devait jamais échapper à l'État. On ne parle pas par exemple d'Abengourou, de Korogo. On parle d'Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire là où l'État même est. Et puis on ne parle même pas de loin, on parle de Koumassi, non loin du plateau. C'est-à-dire que le pouvoir politique est ici, le président de la République est ici, le Premier ministre est ici, le ministre de l'Intérieur est ici, le ministre de la Défense est ici. Et on dit qu'on n'a pas vu, on n'a pas remarqué, c'est après qu'on a recherché et qu'on s'est rendu compte que, effectivement, ce qui a été donné là et qui a permis de chasser cela ne devait pas être donné parce que ça ne tenait pas. C'est grave. On n'est pas dans un film Netflix. Ou bien l'État n'arrive pas vraiment à gérer l'espace sur lequel il est censé s'établir. Non. L'État des Côte d'Ivoire nous a montré qu'il est plus fort que ça, qu'il est plus puissant que ça. Donc si on arrive aujourd'hui à voir cela, il y a une question à se poser. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant cet intervalle? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'État ne savait pas? Non, parce que M. Bayala l'a rappelé. On a eu plus de 200 agents qui étaient sur les lieux. Ces agents répondent de la responsabilité de l'État. Donc l'État était déjà sur les lieux. L'État savait qu'on partait casser et qu'on cassait pour un monsieur. Donc l'État savait. Mais pourquoi l'État, dès le départ, n'a pas fait attention formellement, foncièrement, et au fond même sur le contenu pour savoir que ça ne valait pas la peine de le faire? Il y a des questions à se poser. Aujourd'hui, on se pose une question aussi, au-delà de tout ça. Qui est réellement derrière ce qui est en train de se passer? Et M. Aliou, M. Aloui, parce qu'on se rend compte que ce n'était pas ce qu'il devait faire. Qui l'a conseillé le fait qu'il pouvait faire ça? Donc, au-delà des 5 habitations, parce que c'est ce qui est mentionné dans le communiqué, il était à même de raser tout ce terrain. Parce que lorsqu'on regarde la vidéo qu'il a produite, il avait confiance. Il dit, je les ai chassés, j'ai rasé cet endroit, parce que je les ai envoyés devant le tribunal, ils ne m'ont pas écouté. Il avait la confiance, c'est-à-dire qu'il croyait qu'il allait atteindre son but. Il savait qu'il avait mis son pied sur un caillou qui était fort, lourd. Mais là, par exemple, on se pose la question de savoir quel était ce caillou-là, ou qui est le propriétaire de ce caillou. Très bien. Alors, Serif Tall, à présent, vu qu'une enquête est ouverte, évidemment, selon ce communiqué du procureur de la République, on sera peut-être en mesure de savoir comment ces engins ont pu se retrouver là pour raser tout ce quartier, qui a laissé faire et que deviennent finalement les familles jetées à la rue. C'est ça aujourd'hui le vrai sujet. Nous avons la réponse, toujours dans le communiqué de la... Oui, ça vous l'avez dit. Non, je vais dans le 5e paragraphe pour répondre à la question. Ah oui, d'accord, allez-y, allez-y. La mairie dit, les informations recueillies indiquent que le bénéficiaire de la décision de justice dispose des actes et autorisations requis pour faire valoir ses droits, notamment une grosse exécutoire, ainsi que des documents judiciaires nécessaires à l'exécution de la décision rendue. Donc, la mairie sait. Le communiqué de la mairie sait. Et dans cette situation superfétatoire et aléatoire qui nous amène à nous serrer les kikis,
excusez-moi, c'est une expression qui veut dire étrangler. Donc nous. Merci pour la précision. Dans la forme, dans le fond. Et Ali, aujourd'hui, quand vous voulez déguerpir quelqu'un, vous faites appel à la force publique. Cette force publique, comment elle procède, elle ne vient pas comme ça parce qu'il y a une décision de justice. Elle fait une enquête pour localiser l'endroit ou la parcelle. Une fois qu'elle finit ses enquêtes, cette force publique fait un rapport, ça monte chez qui de droit. En plus de ça, l'huissier vient sur le site. Il fait aussi un repérage. Comment se fait-il que les 5 lots qui devaient être déguerpis, on se retrouve à 10 hectares déguerpis. Donc, les deux entités n'ont pas fait leur travail. C'est-à-dire le commissaire de justice et les forces de l'ordre. Donc, on s'intéresse toujours, parce que cette situation, au-delà du grand campement, mais le communiqué du procureur, je salue ce communiqué, mais je ne suis pas tout à fait rassuré de l'existence d'un état de droit véritable. Pourquoi? Parce que cette même situation s'est passée à Gesco où les gens avaient les ACD. On connaît l'auteur qui a démoli les maisons là-bas. Pourquoi on n'a pas eu droit à un tel communiqué? La même chose s'est passée à Koumassi, quartier Oufo 1 et Oufo 2. Les gens avaient des papiers. Ça a été démoli, on sait qui l'a fait. Il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de communiqué. On est passé dessus. Et alors, même... moi, je veux pas que quand on fasse une sorte de mélange de gens, parce qu'on pourrait, au début de cette affaire, on a entendu dire, ça c'est une affaire privée, opposant des populations à un privé. Les autres affaires concernent des zones à risque. Donc, quand même, je veux qu'on maintienne la limite, pour ne pas se mélanger les pinceaux. La limite est là. Sauf que, pour voir... Parce que pour une zone à risque, quelqu'un peut vous dire, ou les responsables peuvent vous dire, c'est une zone à risque, même s'ils ont des ACD, ils n'auraient pas dû être installés là. Ça, c'est un autre débat. Oui, ça, c'est un autre débat. Ce soir, prenons la situation de Koumassi Campement. Modus operandi. C'est cela. C'est la même chose, disons. Ok, revenons au sujet. Donc, de ce fait-là, c'est l'État même qui est en faillite ici, à ce niveau-là. Parce que, aujourd'hui, lorsque quelqu'un va venir brandir une décision de justice pour déguerpir ou bien pour démolir des biens, mais les populations seront en droit de dire qu'on ne peut pas l'accepter, c'est pas possible et ça risque de devenir des affrontements entre les forces de l'ordre. Ça risque de créer un précédent. Parce que les gens vont dire, ben, vous avez fait ça à Koumassi Campement, on ne peut pas l'accepter. Et c'est à ça que nous allons partir et c'est vraiment dangereux. Il faudrait que l'État, l'exécutif et le judiciaire prennent les responsabilités vis-à-vis de cette situation-là pour vraiment éclairer la lanterne et faire ressortir à travers des enquêtes tous ceux qui sont impliqués dans cette histoire. Sinon, c'est l'État même qui sera finalement le véritable complice.